Alors en préliminaire, il me semble utile de préciser que lorsque nos amis d'EDF envisagent de faire des travaux, ils doivent justifier la tenue de l'ouvrage. Et dans le cas du Pouget, ça ne s'est pas forcément passé comme ils le pensaient. Alors pour beaucoup d'entre nous, une conduite forcée, c'est un tuyau qui amène de l'eau à une centrale hydraulique. Dans le cas du Pouget, c'est quand même un gros tuyau qui amène l'eau à la centrale du même nom, qui est la centrale la plus puissante de France, qui se trouve dans l'Aveyron, sur les bords du Tarn. Alors la conduite forcée du Pouget, ça fait quand même un peu plus d'1 kilomètre de long, ça a un diamètre de 2,70 m, mais surtout la caractéristique principale, ce sont les 425 mètres de dénivelé, autrement formulé, quand ça arrive en bas, ça pousse. Cette espèce de machin, en fait, repose sur 8 massifs de béton qui sont de différents types. Vous avez des massifs englobants, des massifs semi-englobants, des massifs juste porteurs. Vous en avez un en bas à gauche. Et puis, entre chaque massif, ça repose sur des espèces de petits éléments de béton que nos amis d'EDF appellent des pilettes, que vous pouvez voir sur la photo du bas. Et puis, comme la complexité n'est pas suffisante, les 120 mètres du bas de la conduite sont blindés par un sarcophage en béton qui protège l'ouvrage des chutes de pierre. Et puis on va en remettre encore une couche, la cerise sur le gâteau. Sur toute la partie inférieure de la conduite est frettée par des élingues métalliques que vous pouvez aussi voir sur la photo en bas à droite. Alors nos petits amis d'EDF ont commencé à faire les calculs en utilisant leur référentiel habituel, le fameux CPC 2010, et sont arrivés à la conclusion que la conduite ne tenait pas. Alors quand vous êtes un ingénieur de calcul, que vous dites ça ne tient pas, les gens qui observent l'ouvrage tous les matins en ouvrant leur volet ont tendance à se moquer de vous. Donc nos gens d'EDF se sont dit, eh ben, si le référentiel conduit à une aberration, il faut peut-être remettre le référentiel en question. Et l'idée de base, et c'est pour ça qu'ils nous ont appelés, a été de dire, ben, puisque le calcul massif par massif qui est fait habituellement conduit à des aberrations, c'est qu'il faut traiter la conduite forcée dans son intégralité. Et donc on a mis en place une modélisation totale de toute la conduite en prenant en compte en plus les interactions sol-structure. L'objectif étant de redistribuer les efforts. Le noyau dur de ce projet-là, c'est une collaboration entre Geos et puis l'équipe d'IVT Mélan. Je rappelle pour ceux qui n'ont toujours pas compris que IVT dispose d'une petite agence dans la banlieue de Grenoble. Donc il y a un gros aspect géotechnique, et vous savez comme moi que lorsqu'on parle géotechnique, on a vite fait de raconter des bêtises, donc je passe le micro à Eric, qui est spécialiste en la matière. Donc bonjour à tous. Donc la géotechnique sur ce projet-là, ça a consisté en la définition de différentes raideurs de sol pour à la fois chaque massif et à la fois toutes les pilettes. Donc c'est la définition de ressorts en fait, donc à la fois les pentes et les paliers. Et sachant que certains ressorts sont en fonction de la descente de charge, donc d'où l'interaction et le rebouclage en fonction des équipes de Mélan, et aussi de la position du terrain naturel. Les massifs étant relativement volumineux, le terrain naturel peut être différent de part et d'autre. Donc on a raisonné effectivement face par face et massif par massif pour déterminer les ressorts, à la fois les pentes et les paliers, sur chacune d'entre elles. La complexité réside aussi dans le fait que, en géotechnique, rien n'est simple, donc les ressorts sont non linéaires, et il y a la possibilité, les deux modèles imposent la possibilité de les désactiver. C'est pour deux raisons, soit pour le décollement d'un massif partiel, soit pour le modèle en lui-même. Savoir si on prenait uniquement les réactions en sous-face ou éventuellement les réactions en poussée et en butée qui sont à l'amont et à l'aval des massifs. Et comme rien n'est simple, et effectivement, l'interaction qu'on a dû mettre en place était relativement fine, sinon on serait arrivé aux mêmes conclusions qu'EDF en fait. Et donc, on a dû prendre en compte, et ça a aussi fait l'objet de pas mal d'interactions entre Geos, entre nous et Mélan, sur les abattements des pentes et des paliers des ressorts dus à la fois à la surface et à la fois au talus, puisqu'on a un dénivelé certain sur ce projet.
Donc la mise en place d'une modélisation multi-échelle, hein, vous l'avez vu, on modélise à la fois une pilette qui est grosso modo un bloc de béton qui fait quelques dizaines de centimètres sur quelques mètres, et une conduite qui fait plus d'1 kilomètre, donc ça a quand même été un bel enjeu. Gros coup de stress également au cours de ce projet, on a un modèle très très complexe, donc particulièrement instable, et je ne vous dis pas le nombre de calculs qui ne sont jamais arrivés au bout, et ceux qui ont daigné arriver au bout le faisaient parfois au bout de 3 ou 5 jours de calcul. Alors si j'arrive à le passer. Voilà. Alors les faits marquants au sein de ce projet, le premier fait marquant, c'est effectivement la mise au point de cette méthodologie jugée pertinente par notre client EDF, qui nous a permis en fait d'avoir un vrai comportement, ou un comportement se rapprochant beaucoup plus du comportement réel de la conduite forcée. Et on va être entre guillemets à l'origine de la remise en cause du référentiel et de la création du nouveau référentiel, donc au sein du centre d'ingénierie hydraulique d'EDF, qui a été notre client. Donc plus en détail dans les aspects calculatoires, en réalité plusieurs calculs ont été faits. Le premier en considérant pas du tout le sol et en considérant que les massifs étaient tous encastrés, on a calculé l'ensemble de l'ouvrage comme ça. Après on a essayé d'être de plus en plus fin en intégrant effectivement l'interaction sol-structure, soit partiellement, soit totalement. Les derniers calculs sont avec la prise en compte des ressorts sur l'ensemble des faces de chaque massif et de chaque pilette. Et ce qui a été aussi, entre guillemets, innovant en géotechnique, c'est qu'on a dû concevoir le fait qu'on ne soit pas trop sécuritaire ou qu'on ne soit pas trop volontariste et qu'on fasse vraiment une moyenne, parce qu'en géotechnique, si on est sécuritaire, ça favorise les gens de structure en disant « chouette, ils sont sécuritaires, on aura énormément de déplacements et vraiment pas beaucoup d'efforts, donc ça nous arrange ». Donc vraiment, on a dû vraiment avoir une moyenne et réfléchir à la moyenne qu'on allait devoir introduire dans le modèle pour pouvoir avoir un résultat réaliste, quoi. Et le dernier fait marquant de ce projet, c'est l'aspect humain. Alors c'est vrai que nous, ingénieurs en modélisation numérique, on travaille beaucoup avec un ordinateur. L'affectif côté ordinateur, c'est assez limité. Donc c'est vrai que quand on a la possibilité de travailler avec des équipes, c'est sympa. Et donc, il y a quand même eu, au cours de ce projet, des interactions avec l'agence de Rennes qu'il ne faut pas oublier, puisque ce sont eux qui ont traité en partie la partie béton des massifs. Mais on a eu une collaboration extraordinaire entre Géos et l'équipe d'IVT Mélan. On a quand même réussi à faire ce projet assez stressant sans se taper dessus, ce qui est quand même pas mal. Et puis, un gros focus également sur le relationnel qu'on a pu avoir avec nos interlocuteurs d'EDF, où effectivement notre proximité géographique a été un atout, on se voyait assez régulièrement, et le relationnel a été très très fort. Alors pour terminer cette présentation, je souhaitais préciser que ce projet n'aurait pas été ce qu'il a été sans la contribution de Jonathan Desombres, qui a fait partie pendant plusieurs années de l'équipe d'IVT à Mélan et qui a décidé, je dirais, d'aller voguer sur d'autres cieux. Je dis voguer parce que c'est un passionné de voile. C'est lui qui a été à l'origine de ce projet et qui a fait les premières versions du modèle. La deuxième personne que je souhaiterais mentionner ici, c'est Sébastien Demitil, qui est donc l'expert génie civil du CIH et qui nous a vraiment fait une confiance. Lui aussi, il nous a autorisé à faire des erreurs et il nous a même dit « j'aurais fait les mêmes ». Et il nous a accordé une pleine confiance et on a été très très content d'apporter de l'eau à son moulin, sans mauvais jeu de mots, pour donc remettre en place le nouveau référentiel du CIH dans le domaine des conduites forcées. Merci.